Bonsoir mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de commencer ce 21e Antipasti, qui sont les rencontres organisées par l'association Maison Fumetti, la maison de la bande dessinée. Et plus particulièrement, la rencontre qu'on a le plaisir de présenter ce soir avec Oriane Lassus se fait dans le cadre de l'exposition qui a lieu en ce moment à la maison de la bande dessinée, à la Manufacture, qui s'appelle Une BD si je veux, quand je veux, et qui expose 25 autrices et auteurs autour de la bande dessinée féministe. Et donc Oriane Lassus, bonsoir, fait partie des autrices exposées pour cet événement, et en partenariat avec le Festival Atlantide, qui nous accueille dans le cadre du festival aujourd'hui. On va vous faire une présentation de l'œuvre de Oriane depuis ses débuts, depuis l'enfance jusqu'à ses projets futurs, puisque c'est le format de ces rencontres qu'on organise avec Maison Fumetti depuis quelques années maintenant. Alors, justement, la première partie de ces rencontres qu'on appelle mise en bouche concerne les influences, les premières années de la vie, les premiers travaux. Je t'ai mis cette bonne ville de Besançon. Tu as bien fait. Je suis assez fière d'avoir grandi là-bas. En tout cas, ça m'a marqué. Donc dans quel... je crois que tu as grandi... c'est un peu trop vite là. J'ai un petit peu peur. J'ai l'impression que les images ne sont pas dans le bon ordre. D'accord. Je te laisse parler de Besançon. J'ai pas forcément grand-chose à en dire, mais voilà. Du milieu dans lequel tu as grandi, ouais. Tu disais que tu lisais beaucoup de bandes dessinées. Ouais, effectivement. Il se trouve que mon grand-père a été adjoint au maire à la culture dans une ville à une époque où ils ont monté un festival de bandes dessinées. C'était la fête de la BD à Audincourt. Et donc toute mon enfance, c'était une grande joie d'aller là-bas et de pouvoir se faire acheter des tonnes de BD par mes grands-parents et mes parents. Quelles étaient tes lectures, justement, de bandes dessinées? Est-ce qu'il s'agissait de bandes dessinées jeunesse, de bandes dessinées adultes, puisque c'était tes parents, grands-parents qui, manageaient la présence de ces bandes dessinées? On choisissait évidemment des bandes dessinées jeunesse en général, mais bon, ça a évolué. Moi, je pense que j'y suis allée de mes 1 an à mes 18 ans là-bas. Donc, d'ailleurs, j'y étais invitée plus tard. C'était assez chouette. Mais voilà, donc... Évidemment, les choses que je choisissais, c'était de mon âge, mais c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'autres bandes dessinées qui étaient achetées par et pour les adultes, qui sont tombées entre mes mains. Et donc, c'est vrai que j'aime assez le parallèle de dire que j'ai lu, je pense, à 8 ans, autant Boulet Bill que Reiser, que je ne comprends pas pourquoi mes parents cachaient pas, quoi. Mais c'était instructif. Tu leur en veux? Non, pas du tout. Bah voilà. Suite à des discussions qu'on a eues ensemble, on t'a mis aussi de tes influences de jeunesse. Il faut assumer son parcours. Voilà. Mais effectivement, c'est ce que je lisais au collège. C'était vraiment la bande dessinée que j'imaginais en plus être de la bande dessinée pour adultes, quoi, avec des sujets. Voilà. Donc de la bande dessinée de la bande dessinée pour adultes ou de la bande dessinée qui fasse grand? Ouais. Bah voilà, j'étais au collège. C'est pareil pour toi? Non, mais c'était mon idée de l'époque, bien sûr. Voilà. Alors du coup, après, dans la lancée ta passion pour la bande dessinée, tu as fait un lycée art appliqué, le bac. C'était dans l'idée de base de raconter des histoires en bande dessinée ou... Non, pas vraiment. En fait, pendant très longtemps, je pensais que la bande dessinée, c'était inaccessible. Parce que c'était, pour moi... ça me semblait trop difficile à faire. Parce que quand tu lis... en tout cas, à l'époque, les témoignages d'auteurs sur lesquels j'étais tombée, ou dans des magazines, je pense que j'avais dû lire Spirou, un truc comme ça, et les auteurs expliquaient qu'il fallait écrire un scénario, faire un découpage, faire un storyboard, crayonner, ancrer ces pages avec telle plume et tel pinceau, puis faire la couleur. Et en fait, pour moi, cette recette-là, que je pensais immuable, c'était complètement inaccessible. Enfin, à chaque fois que j'ai essayé de faire ça, je me suis arrêtée à la première étape, quoi. C'est trop dur. Ouais. Mais tu as quand même essayé. J'ai essayé après. Plus tard, ouais. Donc là, on a des extraits de tes travaux de BTS, il me semble. Ouais. Vous verrez plus tard, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore le boulot d'Oriane, il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Ouais, c'est sûr.
Donc tu t'essayais de faire quelque chose de joli à l'époque Ouais, moi c'était, enfin, quand j'étais au lycée en BTS, tout ça, j'étais quand même vraiment emmenée par cette idée de faire des beaux dessins et qui étaient des dessins qui ressemblaient à ce que j'aimais. Donc il y avait une idée, je pense, un attrait pour la virtuosité, un côté un peu lisse, ou en tout cas voilà, de chercher aussi peut-être une forme de réalisme, ou en tout cas quelque chose comme ça. Et quand je suis après mon BTS, je suis partie vers les Beaux-Arts parce que je voulais me reconcentrer sur le dessin. Et à l'examen d'entrée aux Beaux-Arts à Bruxelles, où j'ai fait 4 ans d'études après en illustration, l'enseignante a regardé le genre de dessin que je faisais à l'époque, donc ce genre de truc. Elle m'a dit « Tu as un dessin très stéréotypé ». Et en fait, ça m'a mis une claque complète parce que j'imaginais, voilà, mes amis me disaient que j'avais un style, j'étais assez... j'étais pas hyper sûre de moi, mais en tout cas, j'avais une certaine impression, voilà, d'avancer vers quelque chose. Et, ça aurait pu être dur que cette prof te dise ça. Bon, ensuite, tu es reçu à l'examen, mais tu aurais pu rester sur ses acquis, ses stéréotypes, et puis te renfrogner là-dedans. Enfin, il y a pas mal de cas de gens qui fonctionnent ainsi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme déclencheur qui t'ont fait considérer et voir la vacuité de dessiner pour faire du beau dessin? Est-ce qu'il y a eu des rencontres, des artistes dont tu as vu les travaux, par quoi c'est passé? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je pense que c'était vraiment là, le cadre des études m'a pas mal amené à considérer ça. Peut-être je sais pas, une conscience d'un monde aussi dans lequel on vit qui est plus sombre, un rapport au dessin aussi, peut-être à l'énergie du dessin en fait. Et quand on fait des très jolies choses, en tout cas moi à l'époque où je le faisais, c'était un travail un peu hyper appliqué, un peu scolaire. Et je pense que j'ai aussi... je me suis rendu compte que les dessins qui me ressemblaient le plus, c'était ceux que j'aimais le moins, mais que je faisais le plus vite. Enfin, il y avait un truc comme ça, peut-être de me dire les jolies choses que je fais, c'est des dessins qui essayent de recopier ce que j'aime, mais qui en fait, des tas d'autres personnes peuvent les faire. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas grand-chose derrière, quoi. Et que finalement, le truc torché, un peu vite fait, que j'aime pas trop parce que je comprends pas trop ce qu'il est. Mais quelque part, il n'y a que moi qui arrive à le faire. Et ben ça, je pense, c'était une révélation intéressante de se dire qu'il fallait aller vers ça plutôt. Et je crois que tu as fait le choix aussi même si tu étais très poussée vers la bande dessinée et que tu en as fait aussi pendant tes études, on en parlera de ça. C'est des images que je fais défiler aussi pendant qu'on discute de cette période. T'es pas partie vers un diplôme supérieur en bande dessinée, comme il en existe quelques-uns. Tu as fait le choix de t'orienter vers l'illustration. Ouais. C'était pour aller plus loin dans le dessin, justement, j'imagine. C'était pour avoir une approche de la narration, vraiment, mais qui passe pas forcément par le schéma classique de la bande dessinée, en fait. Et du coup, comme je disais, moi, le passage un peu obligé du scénario au storyboard, au crayonné, etc., c'était quelque chose dans lequel je ne me reconnaissais pas. Et quand j'étais au lycée, j'ai vraiment découvert tout un pan de la bande dessinée indépendante, beaucoup plus inventive, qui va briser un certain nombre de règles, voilà, avec une approche parfois très spontanée ou un rapport à la mise en page, hyper différent. Et clairement, moi, je ne voulais pas me retrouver dans une option de bande dessinée où on m'apprendrait à faire de la bande dessinée classique. Donc, l'illustration, pour moi, c'était un rapport à la narration, mais qui me permettait d'aborder ça justement sans les codes de la bande dessinée, quoi. À propos de règles dans la bande dessinée, il y a cette notion de la bande dessinée découpée en planches, en cases, quelque chose de très systémique. Et c'est l'époque, justement, pendant tes études, à la fin de tes études, où tu as commencé à travailler sur ton blog. Ouais. Et justement, par rapport à ce travail d'illustration, d'exploration du dessin, cette volonté de ne pas tomber dans une narration en cases, en quoi le blog et l'espace continu, l'espace de scroll qu'il amène, en quoi il t'a été utile pour développer cette narration d'une autre manière? Et ben, moi, je pense que, en tout cas, dans mes approches premières de la bande dessinée que je n'arrivais pas à faire, il y avait un truc que je trouvais particulièrement compliqué, c'était occuper l'espace de la case, qui est un espace contraignant, quoi, qui est un rectangle dans lequel il faut se débrouiller pour faire tenir tout ce qu'on veut faire tenir, et en même temps, s'il y a des vides,
ça marche pas, il faut les remplir à tout prix. Enfin, il y a un truc là-dedans qui est hyper difficile à trouver. Un systématisme. Ouais. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de la bande dessinée sans cases, que ce qui comptait, c'était la succession des images, c'était le rapport des unes aux autres, c'était pas le fait que les cases soient les unes à côté des autres, machin. Et ben, ça m'a beaucoup libérée dans l'approche narrative, en fait, de me dire, je peux juste mettre des dessins les uns à côté des autres sans qu'ils soient bordés dans un rectangle. Et en fait, il y a cette approche de se dire, je commence mon dessin, je le continue jusqu'à ce que je considère qu'il contient assez d'informations pour poser un décor ou pour un événement et ainsi de suite. Et au moment où je veux plus où je pense que j'ai dit suffisamment de choses, et ben j'arrête mon dessin. Et c'est pas un bord de case qui va déterminer, qui va me limiter. Je peux l'étendre autant que je veux ou je peux le faire aussi petit que je le souhaite, quoi. Donc voilà. C'est dommage, c'est un gif animé qui s'anime pas. Pas grave. On peut le passer. Dans les explorations de la forme, parce qu'on y reviendra plus tard, mais tu as des projets aussi de narration sur Internet. C'est quelque chose qui t'intéressait déjà et l'exploration formelle, c'est quelque chose qui t'habite en fait depuis tes années de formation à Bruxelles. Ouais. Je pense que le travail du blog, ça m'a beaucoup fait réfléchir à l'espace qu'on utilise. Enfin, l'espace de l'écran, il est hyper différent de l'espace de la page, pardon. Une page, elle est définie, elle est limitée, donc vous pouvez jamais aller au-delà. L'espace de l'écran, il est défini. En même temps, on peut se déplacer dans tous les sens à l'infini, donc c'est hyper différent. Et du coup, j'ai pas mal eu l'occasion de réfléchir à ça. Ouais. Est-ce que ça répond aussi à la question que tu semblais induire tout à l'heure, le fait de savoir quand ton dessin est fini? C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que ton dessin pouvait être terminé en fonction de l'expressivité, de ce qu'il avait à dire, pas en fonction d'une case. Et cet espace de l'écran, du blog ou d'une narration sans case, cet espace infini, est-ce que toi, ça t'amène justement à avoir une réflexion sur ton dessin, sur comment tu le synthétises? Au contraire, tu vas il y a notamment cette très belle page à droite où moi, je me dis que c'est difficile de savoir quand s'arrêter sur une telle image. À quel moment c'est le dernier trait, c'est comme ça, ou est-ce que tu reviens 2 jours après, est-ce que tu reviens 2 mois après? Ça dépend vraiment de ce que je suis en train de faire. Mais en fait, ça, c'est une page d'un travail d'illustration de Beaux-Arts. Je pense qu'il y a un rapport au dessin qui n'est pas forcément le même si je suis en train de faire de la bande dessinée, si je suis en train de faire une image comme celle-là que je veux pousser assez loin dans le détail, quoi. Et en fait, quand je fais de la bande dessinée, ce qui me pousse vraiment en général, c'est que je veux raconter un truc, quoi. C'est très simple. Et donc, le dessin est à ce moment-là pas le truc primordial. Donc, évidemment que c'est indispensable, hein, mais je vais pas m'attarder sur le dessin forcément. En général, je dessine assez vite. Donc, c'est vrai que je rajoute pas forcément. Enfin, je sais pas. J'essaie de passer à la suite, quoi. Je suis entraînée souvent par le rythme de par le fait d'aller à la suite, quoi, par le récit. Ouais. Quand tu es à la fin de ta formation, tu as donc toute cette. Ce sont les images qu'on voyait précédemment, l'expérience de ton blog, pour lequel, quand même, on l'a pas mentionné, mais tu as eu le prix Révélation du festival d'Angoulême en 2011. Donc une reconnaissance et en même temps, une reconnaissance, une audience sur Internet et une attention des professionnels en même temps qu'un terrain d'expérimentation. Et tu as de l'autre côté le travail de recherche de dessin, peut-être aussi une réflexion sur l'objet livre pendant tes études. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'étais en illustration. Ce qui était hyper bien dans cette formation, c'est qu'à partir de la 2e année, on devait faire 2 livres par an. Donc 2 livres dilus, des choses pas forcément très longues, mais en tout cas, il y avait cette idée de devoir venir avec un projet et l'amener en quelques mois du début à la fin, quoi. Ça, je pense que c'était très formateur en fait, sur la manière de concevoir un récit, de le mettre en image, lui donner un format, de faire une maquette de livre. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour la suite aussi. Du coup, nous, ensuite, on a mis des extraits de Quoi de plus normal qu'infliger la vie. Je ne sais pas si ça portait ce titre-là à cette époque-là. Si. Le titre a précédé à peu près tout. D'accord, en fait. ah oui. Ouais, c'est assez rare.
et donc qui est l'album dont on parlera tout à l'heure et pour lequel on t'a convié dans l'exposition. Qui faisait partie de tes projets d'études. Ouais, de dernière année. Ouais. C'était un des plus gros projets peut-être ou juste au même hauteur que d'autres Ouais, c'était mon premier projet de dernière année sur 2. Mais voilà, je l'ai fait comme un autre. Après, c'était pas... Donc voilà, moi j'ai fait ce travail aux Beaux-Arts là à un moment où ma sœur était enceinte pour la première fois et je me suis posé énormément de questions sur ça, parce que moi j'ai jamais voulu d'enfant, ça a toujours été une évidence que j'ai assez bien vécu, mais je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une incompréhension souvent de la part des gens et que surtout ils me disaient mais tu vas changer d'avis. Et puis qu'il y avait plein de choses qui revenaient mais qui étaient souvent exactement les mêmes phrases, quoi, une histoire un peu de lieu commun, de choses... Et donc je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à dire autour de ça, et d'autant plus que avec ma propre sœur on avait des idées tellement différentes sur la question, alors que voilà, on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, etc. Donc on est resté dans l'ordre chronologique. Donc pour l'instant, ce sont les images du projet tel que tu l'avais pensé pendant tes études. Et puis de ce travail de bande dessinée, de ce travail d'illustration, et peut-être aussi de suite, puisque tes premiers bouquins sont sortis assez vite après la révélation blog et à la fin de tes études. Donc tout ça a produit les bouquins qui sont... ça va derrière. Qui était mon premier livre, c'était... la publication suivait le prix Révélation Blog. C'était ton prix, c'est que tu as le droit de faire un livre. J'ai toujours trouvé ça un peu paradoxal, mais voilà, c'était comme ça. Après, moi, j'avais fait des études qui étaient tournées vers le livre aussi, donc c'était une super bonne opportunité pour moi. Tu savais déjà, quand tu as gagné le prix, tu savais déjà quel livre tu voulais faire ? Non, pas du tout. Non. Du coup, c'est vraiment une espèce de contrainte que je me suis donnée. C'est que, voilà, moi, j'avais pas de projet particulier que je voulais faire après les Beaux-Arts. Je pense que j'aurais jamais été chercher un éditeur de moi-même. D'ailleurs, ça s'est trouvé comme ça. Mais donc, l'éditeur s'appelle Vraoum. Le logo, c'est une voiture. Et moi, je me suis dit, ouais, je déteste les voitures. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et donc, je suis partie de ça. Je trouvais que c'était intéressant d'explorer tout ce qui se passait là-dedans. Il y avait l'idée, un truc auquel j'ai repensé. Je me suis aussi dit à ce moment-là, je ne sais pas dessiner les voitures. Et je me suis aussi dit, je peux dessiner ce que je veux. En fait, c'est pas grave. Le fait de se bloquer avec savoir et pas savoir, finalement, c'est vraiment c'est un blocage complètement inutile, quoi. Le dessin n'a pas besoin d'être parfait pour exprimer quelque chose, et particulièrement quand il est pris dans une narration. Donc autant qu'il soit expressif, autant se lancer et essayer de le faire, ça finira par marcher, quoi. C'était ça aussi, le défi. Pardon, c'est étonnant cette espèce de communion avec l'objet livre, justement parce que les éditions Vraoum qui ont publié ce livre, leur charte visuelle est que il n'y a pas leur logo sur la couverture, mais il y a tout le temps une voiture rouge. Et c'est le cas sur... voilà, il y a bien la petite voiture rouge dans les lacets de montagne. Et du coup, c'est devenu l'objet même, le cœur même de ton récit, le lieu même de ton récit, puisque ce récit il propose une succession de scénettes qu'on peut supposer autobio, mais qui parle un peu à tout le monde. Enfin, on a tous connu les sièges en sky qui collent à l'arrière des voitures. Enfin, je pense que ça parle vraiment à plein de gens. Et puis, il y a aussi des souvenirs de soirées étudiantes ou lycéennes. Et tout ça est juxtaposé. Il y a des flashbacks par rapport à la temporalité, par rapport au passage de la nuit. Et est-ce que tu peux nous parler de la construction de comment tu construis ce récit? Est-ce qu'il a été... comment tu es passé justement du blog, du récit blog, à ce récit-là papier qui doit durer? Ouais. C'est vrai que du coup pour moi c'était un gros morceau, parce que l'idée c'était quand même de faire un album d'une 60aine de pages, qui était un format assez conséquent par rapport à tout ce que j'avais pu faire, que ce soit aux Beaux-Arts ou sur mon blog, et il se trouve que moi je me considère quand même beaucoup moins comme une scénariste que comme une dessinatrice ou une autrice, quoi. Enfin, c'est la question de l'écriture d'un scénario qui se tienne en tant que tel, enfin je sais pas, selon des canons peut-être que j'imagine, enfin voilà, qui me dépasse un peu, mais en tout cas c'est pas quelque chose pour lequel je me sens très très forte, quoi. Et donc quand j'ai eu l'idée de ce livre, j'avais quand même envie de me frotter à ça, évidemment. Ce que j'ai fait, c'est que donc par rapport à la thématique qui m'est venue et que je me suis imposée aussi, mais qui m'a permis de canaliser quelque chose,
J'ai écrit une liste de scènes que je pouvais faire figurer, quoi, donc qui concernait vraiment le voyage en voiture. C'est l'idée du trajet qui est en plus souvent qui va être l'ellipse, quoi, dans un récit. On va pas s'attarder sur le trajet, on va plutôt parler de l'arrivée, de ce qui se passe après, mais pas du long voyage ennuyeux, quoi. Et donc, moi j'aime bien, en plus, ce qui est ennuyeux, j'aime bien m'attarder sur des détails qui paraissent insignifiants, mais on peut en faire quelque chose d'énorme, et par le dessin aussi, ce qui est, je trouve, très riche. Mais, donc voilà, donc j'ai écrit une liste de scènes, et après j'ai cherché une manière de les agencer pour qu'elles se lient entre elles, et que ça fasse une suite cohérente et un récit d'ensemble. Mais voilà, c'est vraiment la liste qui m'a permis de commencer. Ce que je me demandais aussi, c'est si sur la fin de tes études et les premières années après, tu te dis je veux faire le maximum de bande dessinée. Tu commences sans doute en même temps l'illustration pour des boulots de commande, non? Pas vraiment. Comment parce que c'est, comment dire, un modèle économique aussi, le métier de dessinateur et dessinatrice. Ouais, alors j'avais pas vraiment de perspective professionnelle quand j'étais aux Beaux-Arts. J'étais vraiment là pour faire mes études. J'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, et je pense que ça m'a permis d'être dans un état d'esprit aussi où j'étais à la fois concentrée sur mon parcours artistique, mais purement artistique, du coup pas tellement dans une optique de justement faire du travail de commande et des trucs comme ça. Donc voilà, après ça a été une succession un peu de rencontres. Quand j'ai fait ce livre, j'ai pu demander une bourse parce que j'habitais à Bruxelles à l'époque. Donc voilà, c'est aussi ce genre de cheminement, mais je sais pas. Après Ensuite, il y a eu le bouquin, le bouquin. Comment tu l'intitules, l'ouvrage? Ouais, Immobilier c'est compliqué Pointure, parce que du coup c'est un format journal, donc c'est dur de dire que c'est un livre parce que ça colle pas à l'idée du livre, mais bon bref, le truc là. Une publication, disons. Exactement. Une publication que j'ai faite sur la proposition d'un ami éditeur qui a une petite maison d'édition qui s'appelle Superstructure et qui travaillait particulièrement à l'époque sur la question de l'habitation, du bunker, de la cabane, de trucs comme ça. Et il m'a proposé de faire ce journal. Et du coup, moi, sur cette question de l'habitat, je me suis dit que la recherche d'appartements, c'était un thème qui était particulièrement croustillant aussi, sur lequel, voilà, moi, j'ai vécu ça. J'en ai beaucoup de mes amis aussi, évidemment. Donc, c'est un sujet de conversation sur lequel il y a toujours des choses à dire et qui peut devenir très vite burlesque. Donc, voilà, c'était un truc, moi, j'avais envie d'aller vers ça. C'est aussi, là, pour le coup, c'est vraiment une succession de scénettes. Chaque page est un cadre différent. Et ça permet d'explorer un peu des situations grotesques, et en même temps, c'est toujours tiré, c'est toujours inspiré d'une réalité qui est à peine décalée, quoi. Il y a quand même dans ce à peine, il y a quand même d'assez grosses variations tout de même, parce qu'il y a parfois des scénettes qui sont très réalistes dans leur déroulé. Ouais. La visite collective pour un appartement qu'on suppose de 15 mètres carrés. Et ensuite, il y a des choses qui frisent avec la dystopie. Il y a l'histoire des rats. Il y a plein de choses qui du coup se permettent d'aller plus loin dans l'observation et de frôler, de flirter avec la critique, la critique sociale ou sociétale, mais sans l'affirmer vraiment. Ça flirte aussi avec la fiction. D'un seul coup, on a parfois l'impression que ça va démarrer sur une sorte de société totalitaire de l'immobilier, qui est à peu près ce qu'on vit, mais de manière un peu soft, et que là, d'un seul coup, c'est cash, c'est dur, c'est affirmé, et qu'un récit va se dérouler dans cet univers-là. Et hop, on revient vers quelque chose de plus léger, ou plus contemporain, plus lissé à nouveau. Ouais. Et je me demandais aussi si, quand tu explores autant de possibilités, est-ce que tu as envie de faire un choix, ou c'est justement cette variété de directions qui te permet de poursuivre? Je pense que moi j'aime beaucoup la possibilité au sein d'un même ouvrage de pouvoir avoir des approches qui vont être hyper différentes, quoi. De pas me dire je dois avoir une unité graphique, une unité de ton. Voilà, je trouve au contraire hyper
jouissif de pouvoir aller à un moment vers quelque chose d'un peu grave et sérieux, à un autre moment vers un truc complètement délirant. Enfin, j'aime bien en fait le fait de pas me limiter forcément, mais évidemment ça dépend des ouvrages. Mais après, je pense que dans celui-là, le fait que ce soit des scènes différentes, c'était aussi particulièrement l'occasion d'aller vers des choses variées. Et je pense que ça, pour moi, ça fait un ensemble. Après, je me pose pas forcément énormément la question, mais j'aime bien la possibilité de pouvoir aller dans toutes les directions à la fois. Ouais. Justement, on arrive sur le livre souvent, l'écriture en scénette, le côté patchwork presque sur une même thématique, la satire. Enfin, moi, je trouve que ton dessin est quelque chose de satirique. Tu as concentré tout ça dans le bouquin qui est sorti en 2016, Quoi de plus normal qu'infliger la vie, et qui parle du fait de... Je veux bien, si tu permets, parce qu'en fait, ce titre est très explicite par rapport à son contenu. Et je pense qu'il a été beaucoup chroniqué pour ça. Et j'aimerais juste qu'on fasse défiler les 6 ou 7 images qu'on a sélectionnées pour pas se limiter justement au contenu et à la dimension militante, mais pour bien comprendre aussi la dimension graphique, à la fois pour elle-même et aussi pour la façon dont elle sert le contenu. Et on reviendra après, si vous voulez bien, sur l'ensemble de ces images. On a rajouté aussi une image à la fin sur laquelle on s'arrêtera avant de revenir sur des influences, enfin pas des influences que tu as exprimées, mais des choses auxquelles ça nous faisait vraiment penser. Voilà, cette image, ce sont 2 dessins de Georges Grosz, ça date du début du XXe siècle. Le dessin de gauche s'appelle La famille, donc ça fait quand même assez sympathiquement écho à ton livre. Et le dessin de droite, je ne sais plus comment s'appelle cette image, mais je crois que ce sont les crapauds exploiteurs du capitalisme, quelque chose comme ça. Et ça fait aussi assez bien écho aux travaux au travail chez Superstructure que tu as fait sur l'immobilier. Et j'avais envie qu'on profite déjà, avant de parler de ce livre en profondeur, des dimensions graphiques. Peut-être qu'on peut revenir du coup sur les premières images. Donc on avait laissé le Quoi de plus normal qu'infliger la vie en tant que projet d'étude. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que ça devienne finalement ton livre le plus important, disons Ouais, je pense celui qui a été le plus chroniqué. Enfin oui. Ouais, lu peut-être aussi, tout simplement. Sans aucun doute. Il s'est passé que je l'ai fait lire à une amie qui est aussi éditrice et qui m'a dit « Ah, mais c'est un sujet très intéressant et que l'on voit trop peu ». Et elle m'a poussée donc à reprendre le thème pour en faire une bande dessinée. Donc je me suis dit oui, d'accord, pourquoi pas. J'ai réfléchi pendant à peu près 2 ans à ce projet-là. Je pense que c'était aussi assez important de le mûrir un peu. Et puis voilà, après j'ai fait une demande de bourse au Centre national du livre et quand j'ai su que j'avais la bourse, je me suis un peu jetée dedans, quoi. C'était passer 2 ans à cogiter, ce qui est quand même le temps de réflexion dans la fabrication d'un livre. Je pense que c'est le plus invisible et le plus important à la fois. Et puis il y a un moment où il faut arrêter de se demander toujours si on va le faire mal, et puis il faut le faire et donc voilà. Après je l'ai dessiné assez rapidement et je pense que c'était assez important pour moi aussi que ce soit un livre qui soit pas très joli, qui soit pas forcément très agréable. Enfin moi j'avais envie de le faire. Je voulais pas esthétiser ces questions-là, quoi. Je pensais que c'était important qu'il y ait un rapport spontané aussi dans le dessin, un truc un peu direct. Le sommaire bingo de ce livre, on n'a pas fait de copie hélas, mais il suffit d'en lire 2 ou 3 chapitres répliques, au même titre que ton dessin s'autorise des digressions dans son style pour aborder tel ou tel thème. Pour donner l'ambiance du livre, il y a le fameux les réponses que l'on entend à non merci, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Et les réponses types sont t'es jeune, tu changeras d'avis, ce que tu disais tout à l'heure. Ton corps va s'ételer et pourrir, mais il serait trop mignon. Et le nom de tes glorieux aïeuls disparaîtrait à jamais. Et il y a toutes ces tonalités-là très différentes qui sont traitées de la même manière graphiquement ensuite. Et cette espèce de sommaire bingo à entrées multiples.
Et par rapport à la juxtaposition de scénettes, ces 2 pages ne sont pas en vis-à-vis dans l'album, mais on les a sélectionnées pour leurs propos également, avec la vision. On est dans du pur Huxley à gauche, et puis la vision tout en paradoxe, c'est que du bonheur, avec une femme qui est passée à travers 1000 souffrances pour affirmer que tout ça, c'est que du bonheur. Et il y a aussi par rapport à... Il y a certains dessins aussi qu'on a souhaité isoler parce qu'ils sont très parlants. Et il y a aussi cette capacité, c'est pas celui-ci, cette capacité dans ton dessin, à ramener beaucoup de... Moi, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, en fait, celui où le personnage parle avec son petit ami de leur souhait ou pas d'avoir un enfant. Ils en discutent et il y a beaucoup de tendresse, en fait. Tu parles d'un livre où tu as souhaité ne pas avoir peur de heurter, mais en même temps, en y regardant bien, il y a beaucoup de tendresse. Est-ce que c'est quelque chose que tu développes volontairement ou qui t'échappe ? Non, c'était quelque chose que j'ai souhaité, parce que il y a plein de choses un peu dures dans le livre, et encore, je pense que il est extrêmement soft par rapport à ce qu'il aurait pu être. Bref. Mais non, je trouvais ça important pour moi et pour plein d'autres personnes qui partagent ce choix de vie, simplement. Mais de dire que c'est pas quelque chose qui se passe dans la douleur, et que ça n'empêche pas la tendresse, envers les enfants. En fait, pour moi, il y a plein de passages qui sont hyper importants dans le rapport du personnage principal avec sa famille, avec sa nièce. Mais voilà, c'est... Il n'y a pas que un rejet, je sais pas. Et donc oui, je trouvais ça normal, en fait, que le livre soit aussi émaillé de moments de la vie qui sont de douceur, je sais pas. En termes de dessin, moi, ce que je trouve particulièrement épatant, et on le voit vraiment dans ce bouquin, c'est le spectre, le nombre des possibles qu'il y a dans ton trait. Ça me fait penser aux chanteurs et aux chanteuses, certains qui savent que chuchoter et qui passent toute leur carrière en chuchotant, d'autres qui savent que brailler, qui passent leur carrière en hurlant, en chantant fort, ils sont connus pour ça. Et ce que je trouve le plus fort, c'est ceux qui savent quand il faut chuchoter ou chanter très fort. Et moi, je trouve que c'est ça qu'on trouve dans ton bouquin, quoi. Donc, il y a des choix de dessins qui sont faits. Moi, ce que je me demandais, c'est si tu refaisais beaucoup, du coup, avant d'obtenir l'émotion, le trait. À une époque, oui. Quand j'étais aux Beaux-Arts, j'ai vraiment commencé à faire ça. En fait, moi, je fais pas de crayonné. Je pense que c'est assez important dans mon rapport au dessin, d'ailleurs. Ok. C'est que je me suis dit qu'on m'a dit, et j'ai écouté ce conseil. Je sais pas très bien de qui, mais voilà, que c'est dur de refaire un dessin sur un crayonné qui existe déjà, quoi. C'est souvent, ça affadit, ça fige les formes. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment énormément développé ça, d'essayer de dessiner directement, de pouvoir. C'est une page, un scan de page là qu'on voit à l'écran. Ouais. Et donc par exemple, quand j'ai fait ce bouquin, j'ai fait pareil, j'ai fait une liste de scènes que j'ai ordonnées selon un ordre quand même chronologique, parce que pour le coup c'est la chronologie de la conception, de la réflexion, la conception, la grossesse, l'accouchement et la suite, et le cycle qui recommence. Et donc j'ai fait une maquette du livre avec marqué sur chaque page, c'est écrit au crayon, dans telle page, cette scène, il se passe ça, des morceaux de dialogue, des trucs comme ça, mais c'était vraiment un truc très grossier. Et après mais j'avais besoin d'avoir une structure de livre et de savoir à peu près où j'allais avant de commencer. Et après, chaque page est improvisée à partir de cette structure-là. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien conserver. Je pense que si mes dialogues étaient écrits à l'avance et que je savais déjà la structure de mes pages avant de les dessiner, ça m'ennuierait à mourir, quoi. Et j'aime bien pouvoir vraiment, à chaque fois, refaire un travail de réflexion, d'improvisation et de construction en même temps que je dessine et que j'écris la page, quoi. Ça se fait simultanément. Donc tu improvises beaucoup, mais tu refais pas beaucoup tes pages. En fait, donc avant je refaisais beaucoup mes dessins, maintenant j'utilise beaucoup de blanc, souvent. Voilà.
Et tu les remontes parce que là, donc on a à nouveau une page originale avec les. Donc dans le bouquin, au final, il n'y a pas les petits, tous les petits dessins que je trouve assez formidables qui sont dans tes marges. Tu remontes pas tes pages en numérique après Dans mon premier livre, j'ai fait que ça. Et en fait, les pages, c'est des trucs à rabat. Chaque personnage a une petite tête recollée sur sa tête parce que j'avais raté le visage ou des trucs comme ça. Et puis, je pense que j'ai pris un peu confiance en moi et que j'ai peut-être, réussi à arriver à un rapport au dessin qui me satisfaisait plus. Et donc, j'essaye de faire des originaux qui soient un peu plus directs à l'emploi, quoi. Voilà. Et du coup, si tu improvises, que tu refais pas beaucoup, et pourtant on sent que ton trait est largement investi, tu te mets dans un état particulier pour dessiner. Est-ce que tu fais partie des gens qui peuvent écouter la radio, voire se mettre une série en même temps ou Surtout pas. Non. Moi, j'écoute de la musique. J'aime bien ça en général, mais pas tant que ça. Alors moi, j'essaye d'avoir le moins possible mon ordinateur à portée de main quand je dessine parce que je me fais happer après par Internet, ce qui est un gros problème. Donc c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup dessiné sans rien, quoi, dans le silence relatif d'un atelier où il y a d'autres gens. Donc voilà. Mais non, la radio, c'est impossible. Je suis incapable d'écouter la radio. Je perds le fil au bout de 2 minutes. Et en fait, comme évidemment, j'écris en même temps que je dessine, donc j'ai rarement fixé mes dialogues. D'ailleurs, même la décomposition des pages, c'est quelque chose que je fais en même temps. C'est l'idée de décider est-ce que tel élément il doit figurer sur 2 cases, sur 3, sur 5 ou sur 1. C'est un truc que je mûris en même temps que je le fais, donc ça demande de la concentration. Je me posais la question sur la planche que l'on voyait tout à l'heure à l'écran et sur celle-ci aussi, sur ces notes que l'on voit. Les phases d'écriture. Et il y a tous ces dessins périphériques, tous ces dessins dont tu nous disais à l'instant qu'ils n'étaient pas, ils ne sont pas dans l'album. Quelle est leur fonction ? Je ne pense pas que tu passes beaucoup de temps à répondre au téléphone. C'est long de faire des pages de bande dessinée. Et en même temps, faire tous ces petits signes autour de tes planches, mais ça doit prendre un temps fou. Alors, est-ce que c'était conçu pour faire partir du récit ? Est-ce que c'est des moments où tu laisses ton trait s'échapper, être un petit peu libre et faire un peu ce qu'il veut avant de te reconcentrer sur tes planches ? Ouais, alors c'est pour tester tes plumes. Moi, je dessine au Rotring, qui est un outil assez capricieux. C'est des stylos avec des pointes extrêmement fines, avec de l'encre de Chine. Donc, c'est des trucs qui se bouchent dès qu'ils sont un peu à l'air trop longtemps ou quand il y a des petits bouts de papier qui rentrent dedans. Voilà. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas très bien comment ça vient, ce genre de truc, mais c'est à la fois des choses que je fais pendant que je réfléchis pour occuper ma main, pas rester inerte. Et puis c'est aussi des choses que je fais pour déboucher mon Rotring. C'est aussi quand il faut commencer une case par exemple, qu'on ne sait pas très bien où on va aller, que c'est un peu l'angoisse de la page blanche. Du coup c'est plus facile de se mettre à côté dans la marge, de se dire ok, je fais des traits, je sais faire des traits, maintenant je peux faire mes traits à l'intérieur, quoi. C'est ton footing graphique. Ouais, un petit peu, mais voilà, c'est un peu du dessin automatique aussi, hein. Voilà, et donc oui, ça, en général, c'est ce que les gens préfèrent quand ils voient mes pages. Mais bon, c'est assez difficile parce que forcément, moi, j'ai envie de leur dire regardez. Passez les voir à l'exposition à Maison Fumétier. Il y a des planches originales exposées avec ces petits doodles. Voilà. On a mis aussi une photo de l'étape de façonnage. Il y a quand même aussi quelque chose de particulier avec tes bouquins. En tout cas, plusieurs. Ce sont des objets qui vont un peu plus loin que l'album cartonné tout simple. Quoi de plus normal, il y a un livret à l'intérieur, il y a des pages de couleurs différentes, il y a une couve particulière. Le journal de Immobilier qui est en train de circuler. Vous ne le volez pas, hein, vous nous le rendez à la fin. Je ne sais pas où il est. Il est là. Il est par là-bas. Je vous invite juste, parce qu'on n'a pas de copie, chacun à lire cette petite image que vous nous ramènerez évidemment à la fin, parce qu'elle est quand même très drôle. Et puis un futur projet dont on parlera aussi à la fin. Il y a l'exploration formelle qui se continue dans ces objets, peut-être. Alors en fait, il se trouve que j'ai rencontré des gens qui sont un peu des acteurs de la petite et micro-édition, qui sont donc des gens qui font les choses eux-mêmes. Je pense qu'il y a vraiment cette question du DIY un peu qui rentre en jeu, d'être parti donc à Arbitraire par exemple, l'éditeur de Quoi de plus normal qu'infliger la vie,
À la base, c'était un fanzine qui est devenu une revue, qui est devenu une maison d'édition. Donc c'est quelque chose qui part vraiment de faire soi-même à très petite échelle et puis qui a pris un peu d'ampleur au fur et à mesure. Mais donc ça reste une maison d'édition qui garde le souci du travail artisanal aussi autour du livre. Et donc c'était hyper intéressant de pouvoir donner à l'objet la forme qu'on souhaitait. Et voilà, c'est aussi un travail de bénévolat. Enfin, on a travaillé avec plusieurs amis à accrocher tous les bandeaux sur le livre. Il y a eu un premier tirage de 1000 exemplaires qui a été épuisé, puis on a dû faire un deuxième tirage de 1000 exemplaires, donc c'est quand même 2000 morceaux de scotch accrochés. Mais voilà, c'est aussi un plaisir du rapport à l'objet, au travail manuel qui est agréable, et puis de pouvoir vraiment lui donner la forme précise qu'on veut et pas forcément chercher une adéquation. Ouais. Donc ensuite, notre petite partie milliardise qui concerne les autres projets, disons. Alors, on a mis quelque chose pêle-mêle, enfin, en commençant tout de même par l'album qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a un an. Le meilleur récit me repère de la Terre, et qui était, c'est vrai, ce qui est le plus récent, c'est l'exposition, en fait, la sélection à Angoulême cette année, et l'exposition dont on a mis une petite photo là. Donc ce bouquin est sorti chez Biscotto, qui se fait maison d'édition, mais qui est avant tout un magazine. Un journal, ouais. Un journal, ouais, pour la jeunesse. Si tu peux nous dire quelques mots sur ce bouquin-là, ce projet-là? Oui, c'est un livre qui a été d'abord prépublié en feuilleton dans le journal Biscotto, donc pendant un an, 2 pages par mois. C'était un peu la première fois pour moi aussi d'essayer de suivre ce rythme-là, quoi. C'est hyper particulier, le feuilleton. Donc j'ai essayé de jouer le jeu un peu de l'aventure, quoi. C'était vraiment ça aussi, de faire quelque chose d'haletant. Ouais, c'était intéressant, mais je trouvais ça extrêmement difficile, en fait. Je pense que j'ai eu peut-être plus de difficultés que de plaisir à le faire. Mais maintenant, je commence à avoir envie de faire un nouvel album jeunesse. Je pense que j'ai eu besoin de laisser ça un peu de côté, mais ça commence à m'intéresser à nouveau. Voilà. Il y a quand même 3, je dis 3, mais j'en retrouve que 2, mais je vais retrouver le 3e. Il y a 3 facteurs quand même très importants pour ce projet. C'est la présence de la couleur déjà, qui était pas travaillée de la même, ou peu travaillée, ou en micro. Il y a le rapport à la case aussi, où là tu t'y cognes, quoi. Et puis il y a aussi le fait qu'on est dans un récit, même s'il est en épisode, c'est un récit long. On sent que tu t'autorises ces digressions, les digressions dont tu parles dans tes autres projets, mais que quand même tu maintiens le cap de ce récit. Est-ce que sur ces 3 points techniques, tu peux nous parler de la différence de travail par rapport à quoi de plus normal, ou est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce que c'est super pénible? Disons que là, j'ai été obligée de passer par les étapes vraiment que je redoutais habituellement, quoi. Donc j'ai essayé d'écrire un scénario et ensuite de faire un découpage. Il fallait prévoir sur un an qu'il y ait 2 pages par mois. Je ne pouvais pas me permettre d'avancer sur mon truc puis de me dire à la fin, oh non, il me faut encore 40 pages, quoi. Donc il fallait que je sache à peu près où j'allais, c'était indispensable. Et en m'adressant aussi à un jeune public, Biscotto, c'est un journal qui se lit à partir de 7 ans, 7-12 ans, voilà. Je pense que j'avais aussi envie d'accrocher ce public-là, quoi. Ce qui demande d'essayer de faire certains efforts, je voulais pas perdre, quoi, les lecteurs. Je pense c'est bien d'être ambitieux, et en même temps je suis partie sur un récit d'aventure plus classique. Donc j'ai fait mon découpage à l'avance pour que ça tienne sur l'année. Mais après, quand il est sorti en album, on a rajouté 20 pages quand même, parce qu'il fallait que ça se tienne un peu plus. Il y avait des choses à éclaircir. C'était bien de pouvoir prendre le temps aussi d'approfondir certains aspects, quoi. Ouais. Et ce côté passage obligé des étapes artisanales de fabrication de bande dessinée dont tu nous parles depuis le début et que tu redoutais un peu, maintenant que tu les as passées, tu te sentirais, tu te les as appropriées ou tu les as subies? Qu'est-ce que tu garderas de ça finalement? Je sais pas trop. Ça s'est fait. Je juge mal, mais je pense que je suis plus à l'aise dans un autre fonctionnement. Après, c'était intéressant à faire, et voilà. Peut-être plus difficile. Mais pour la couleur, pour le coup, c'est vraiment en travaillant avec Biscotto que j'ai travaillé là-dessus. Et comme moi, c'est un truc dans lequel je suis pas du tout à l'aise à la base,
J'ai trouvé des méthodes, je pense, de m'approprier ça, ce qui fait que c'est hyper particulier peut-être. Il y a aussi, les personnages de cet album, il y a donc le personnage principal s'appelle Leia, et c'est une petite fille à la peau noire, ce qui est quand même assez rare dans la production de bande dessinée, de choisir une héroïne qui ne soit pas de couleur blanche. C'est quand même quelque chose d'important. Et je trouve que ça répond, même si tu t'adresses à un public jeunesse, toute l'attention sociale, l'observation sociétale que tu mènes dans ton travail, qu'on va qualifier adulte, est présent ici. Moi, ça me semble pas du tout anodin d'avoir choisi une héroïne comme ça. Je pense que après avoir observé des choses, la manière dont tu es décrit dans les différents livres, c'est assez, normal. Ça devrait être encore plus normal chez plein de gens, mais c'est plutôt bien de voir arriver des personnages, des représentations qu'on ne voit pas suffisamment par ailleurs, quoi. Est-ce que, là encore, c'est un truc que tu t'es dit, bon, ça va être comme ça, je vais prendre complètement le contre-pied, ce ne sera pas un petit garçon, ce ne sera pas un petit blond aux yeux bleus, ou tu n'y penses pas spécialement? Je pense que pendant un temps, une conversation que j'avais eue avec des gens, on se disait que pour faire un récit universel, il fallait que ça raconte l'histoire d'un homme. Et en fait, quand tu te rends compte que tu penses ça, tu te dis, il y a un gros problème. Mais moi, j'avais déjà un peu dépassé peut-être ce raisonnement-là depuis un moment. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment sur la diversité, entre guillemets, dans la littérature jeunesse. Le fait que les héros sont généralement blancs. Que c'est un manque hyper grave en fait pour notre représentation mentale, quoi. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion aussi moi de me confronter à ça, au fait que même d'ailleurs en tant qu'autrice et femme blanche, quoi, on pense pas forcément toujours aux autres, quoi. Et donc il y a un moment où il faut aussi peut-être faire un travail de justement de pas être renfermé sur soi-même, quoi, et son monde et ce qu'on pense qu'il est, je sais pas. Pendant qu'on en discute, puisqu'on va devoir conclure, je montrais la diversité des participations que tu fais. Donc tu participes à Arbitraire aussi, qui est un peu ta bande, j'ai l'impression. Et ça, c'est des histoires que tu as faites pour Arbitraire, peut-être? Non, ça, c'est des participations à plein de revues différentes. Celui d'avant, c'était une revue qui s'appelle Papier, qui a été publiée par Delcourt. Voilà. Il y avait des extraits de... Ça, c'était pour Biscotto? Ouais. Ça, c'est dans le magazine ou fanzine Bien Monsieur? Ouais. Et puis, pour terminer, on va quand même passer au projet futur. Donc là, on retrouve les petits motifs que tu aimes bien dessiner en marge et dont tu as fait des motifs. On a découvert aussi dans ce que tu nous as envoyé que tu faisais aussi la céramique. Bon, malheureusement, comme on est sous contrainte temporelle, on va passer directement au projet futur. Okay. Et puis, notamment à Sylvie pour la caisse 5, qui est déjà sortie, il me semble. Qui est sorti en avant-première à Angoulême, mais pour l'instant, donc, il va sortir en librairie en avril. C'est un projet de bande dessinée numérique. Donc moi, j'ai quand même beaucoup commencé la bande dessinée sur mon blog, et c'est vrai que le support de l'écran, c'est un support qui m'intéresse beaucoup. Et donc cet objet que vous voyez, c'est une carte qui est vendue en librairie sur laquelle il y a un code à gratter qui donne accès au récit en ligne. Voilà. Pour l'instant, le site est en version bêta, donc ça marche pas encore hyper bien. Et donc tu le fais avec un éditeur qui est intéressé aussi par cette exploration narrative sur Internet. C'est pas toi qui dois te débrouiller pour tout coder. Je ne l'aurais pas fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que pendant longtemps, j'étais intéressée par ça, mais je me suis beaucoup finalement retrouvée beaucoup plus à travailler sur papier parce que les éditeurs sont là, les projets sont là, les gens t'entraînent là-dedans. Mais j'étais hyper heureuse de rencontrer un éditeur qui s'intéresse aussi à la question du numérique et qui puisse, avec qui on puisse justement parler de ces questions-là de narration. Hécatombe, c'est ça? Ouais. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis le projet, donc tu avais évoqué que le projet en fait dont on voit une image là, c'est un projet plus long, plus volumineux. Voilà. Qui a précédé Sylvie pour la caisse 5.
mais que tu pouvais pas il y avait des histoires de timing qui faisaient que. Mais donc c'est sur quoi je travaillerai dans les temps à venir si je le peux. Si le dieu CNL le veut bien. Et tu peux nous en parler un petit peu de ce projet ? Je crois qu'on a 1 minute pour conclure. 1 minute. Allez. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle pas pour l'instant. Ce sera plutôt sous la forme d'une sorte de recueil de nouvelles. Enfin, j'avais envie en fait, j'ai toujours fait des histoires courtes quelque part, donc je me suis dit plutôt que d'essayer de feinter justement par la scénette ou quoi que ce soit, je pouvais aussi très bien ne faire que ça, quoi. Ça peut très bien marcher, donc j'avais envie de m'emparer vraiment de ce format-là. Donc la thématique qui, pour l'instant, c'est plutôt amené d'elle-même. C'était autour du thème de la nourriture. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à explorer autour de ça. Par rapport à ta façon de faire la bande dessinée, tu as beaucoup évoqué le fait, les choses que tu ne savais pas faire par rapport à la bande dessinée classique, les choses que tu as appris à maîtriser, à dompter. Et est-ce que, par rapport à l'écriture, tu parles toujours de projets en écriture de sketch ou de séries de scénettes, est-ce que aborder un récit long, qui puisse être écrit par quelqu'un d'autre est quelque chose que tu envisages pour pallier, entre guillemets, à ceux que tu ne sais pas faire, mais aussi pour simplement collaborer, ou c'est quelque chose que tu places plus loin pour l'instant? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce rapport à tout ça aussi? En tout cas, j'exclus pas de travailler avec quelqu'un au scénario, et je pense parce que ça m'intéresse aussi de pouvoir me concentrer sur les questions peut-être de dessin et de mise en page, de mise en forme. Voilà, ça pourrait être mais je sais pas du tout comment ça se passerait. C'est assez. Et puis pour les projets hypothétiques futurs, moi je terminais aussi par cette image-là, puisqu'on en a discuté hier. C'est qu'il y a finalement beaucoup de tes albums qui sont dans une forme de satire, de critique, de stéréotypes de pensée qu'on a et tout ça. Et ça donne envie de lire aussi des choses où on pourrait peut-être aller... tu fais des dystopies, donc peut-être aller vers l'utopie ou les propositions. Est-ce que c'est une question que je me pose beaucoup, effectivement, parce qu'il y a toujours cette question du regard humoristique et satirique, mais qui est aussi, du coup... quand même quelque chose d'assez négatif et qui nous enferme aussi. C'est-à-dire que moi, je vais imaginer le pire et ça va me faire rigoler. Et en fait, le pire va arriver, quoi. C'est ce qui est en train de se passer constamment. Oui, ce que tu fais au second degré existe 3 ans après et c'est du premier degré, que ce soit sur la sécurité et donc, ou ce genre de choses. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi d'essayer de justement se demander... J'ai l'impression que l'utopie n'est pas forcément hyper au goût du jour, mais je pense que c'est peut-être quelque chose à essayer de réinvestir. Et en tout cas, la question me taraude pas mal. Voilà. Et en attendant de lire tes futurs livres, ceux qui seront peut-être écrits un jour et ceux qui sont en cours d'écriture, on vous encourage à lire ces livres déjà publiés. Le meilleur estime de repère de la Terre, quoi de plus normal qu'exiger la vie, ça va derrière, qu'on peut lire en bibliothèque ou en occasion, puisqu'il est plus disponible pour l'instant. Immobilier Pointure, qu'on aimerait bien récupérer aussi. Ainsi que la petite carte. Ouais, super. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Oriane, d'avoir répondu à la question. Merci au festival et aux gens qui nous ont invités. Bonne fin de festival et passez voir l'exposition à la maison de Mathieu. Voilà.